Moi, j'ai toujours été assez intéressé par l'entrepreneuriat. Ma première aventure, j'ai commencé un peu vers 15-16 ans, quand j'étais au gymnase, donc avant les PFL, où finalement j'avais lancé une entreprise qui faisait l'hébergement de sites web. Et nos premiers serveurs, qu'on a mis dans le data center, on gérait la sécurité, etc. Et pendant notre doctorat, en fait, on avait toujours cette boîte-là. Et puis en fait, on a décidé de structurer ça en faisant une SARL qu'on appelait Doutix, qui nous permettait aussi de prendre des mandats de développement. C'était plutôt un side project à côté de nos études. En fait, j'avais fini le 30 juin mon doctorat, puis le 1er juillet, j'ai commencé directement. Et c'est ça aussi l'entrepreneur, c'est se remettre en question, quoi. C'est-à-dire que l'entrepreneur, il doit aussi pouvoir se remettre en question quand il a fait 20 ans qu'il utilise le même outil, puis il se rend compte quand même qu'il perd beaucoup de temps. On parle d'outils informatiques, mais c'est la même chose dans tous les domaines de sa boîte. S'il se rend compte que sa façon de faire, avec la gestion des stocks, etc., il perd quand même un temps de fou, pose-toi la question, pourquoi? Qu'est-ce que tu pourrais faire pour optimiser ça? Moi, je suis un fan de l'optimisation, en fait. Donc, moi, j'adore réfléchir à ces choses-là qu'on pourrait faire mieux, mais c'est pas que le domaine de l'IT, c'est tout le domaine de la boîte. Si je faisais une boîte dans un autre domaine, je ferais pas. Salut Jean. Salut Maxime. Un plaisir de te recevoir aujourd'hui sur le podcast In Progress. Je me permets pour commencer de te présenter en quelques mots. Voir si tu as tout retenu. Voir si je... Exactement. Jean Respon, CEO de Doutix SA, une entreprise spécialisée dans les solutions ERP et logiciels que tu co-diriges avec Tiffany, ta femme, après un parcours à l'EPFL. Ouais. Et un doctorat. Ouais. J'étais bien enseigné. Tu décides de créer Doutix et de te lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Ouais. L'entreprise, elle a deux axes principaux. L'un concernant le développement de logiciels sur mesure et l'autre le déploiement de l'ERP Odoo, on y reviendra, duquel vous êtes partenaire Gold. Ouais. Depuis, vous êtes en pleine croissance avec une équipe engagée, j'ai mis plus de 15 personnes, je crois que c'est juste un petit peu 18 plus. maintenant. Ah voilà, centré sur la qualité et le service. Personnellement, tu es animé par la passion de bâtir, ça je le sais aussi par rapport en te connaissant un petit peu, de porter des projets et de développer une dynamique humaine forte. Ouais, exact. Est-ce que j'oublie quelque chose? Non, c'était très bien. Présenter. Je sais pas, tu as pris des informations, c'est très bien. Non, très bien. Magnifique, trop bien. Parfait. Pour commencer, je pense que ça m'intéresse un peu de revenir à la base de tout ça. Comment on passe de l'EPFL à se dire je vais lancer une entreprise du jour au lendemain? Alors, il faudra remonter encore plus loin que ça, si tu veux faire ça, parce que moi, j'ai toujours été assez intéressé par l'entrepreneuriat. Et puis, ma première aventure, je pense que j'ai commencé un peu vers 15-16 ans, quand j'étais au gymnase, donc avant les PFL, où finalement, j'avais lancé une entreprise qui faisait de l'hébergement de sites web. Okay. On avait nos premiers serveurs qu'on a mis dans le data center, on gérait la sécurité, etc. On a eu des premiers problèmes, etc. On a géré, on a fait la chose. En fait, c'est parti un peu comme ça. On a créé une boîte, et puis en fait, après, que je tenais toujours à côté de mes études, toujours à côté des PFL. Puis pendant notre doctorat, en fait, on avait toujours cette boîte-là. Je dis on parce que j'étais avec un de mes collègues qui faisait ça avec moi, Vincent. Et puis en fait, on a décidé de structurer ça en faisant une SARL qu'on appelait Doutix, et puis qui nous permettait aussi de prendre des mandats de développement. Donc en fait, on a fait ça, c'était plutôt un side project à côté de nos études, en fait, pendant le doctorat. Puis c'est parti comme ça, puis en fait, à la fin de notre doctorat, on a plus ou moins fini un peu en même temps. Vincent a préféré faire plutôt l'aventure américaine, donc il est parti aux États-Unis bosser pour les grosses structures comme Microsoft et Google. Et puis moi, j'ai voulu lancer en fait la boîte. Puis donc du coup, je suis parti, la structure était déjà créée. J'ai donc commencé, si tu veux bien, vraiment à utiliser Doutix, à faire quelque chose de Doutix à partir du 1er juillet 2015. J'avais fini le 30 juin mon doctorat, puis le 1er juillet, j'ai commencé directement à Doutix. Doutix est donc situé à Bulle. Ouais. Comment tu arrives dans le canton pour que je comprenne un petit peu le choix aussi Alors, en fait, géographique? On avait la structure, d'abord on était sur le canton de Vaud, parce qu'à l'époque j'habitais sur les Hauts de Lausanne, on avait créé la structure à ce moment-là. Et puis en fait, la structure m'a suivi au gré de nos déménagements. En fait, j'ai rencontré Tiffany, et après on est parti, à la fin de mon doctorat, on est parti sur l'agence en salle, donc on était en Veuvez, la boîte nous a suivi, puis après quand on a commencé à chercher une maison, on a trouvé une maison à Bulle, et puis en fait on a déménagé à Bulle, puis là on s'est vraiment posé. Puis c'est là qu'on a commencé, on a eu des bureaux à un moment à Vauru, et puis au moment où on a eu les bureaux à Batentin, c'est là où maintenant on va rester, quoi. Okay. Donc l'entreprise nous a plutôt suivi simplement géographiquement là où nous on a développé notre vie, quoi. Ok, très bien. Au début donc, développement de logiciels sur mesure, c'est ça la base. Que ça, ouais. Et ensuite vous avez rajouté la pièce Odoo. Odoo, ouais. En fait, j'avais créé la boîte en voulant faire une boîte vraiment de développement pour des besoins très spécifiques.
On a eu autant des événements qui ont bossé avec nous que des grosses structures qui ont commencé finalement, qui avaient des besoins très spécifiques de développement, qui ne cherchaient pas de l'ERP, mais qui ont vraiment plutôt des besoins spécifiques de développement. Ils avaient soit des problèmes vraiment parce qu'ils ont un marché de niche, ou alors parce que l'outil métier qu'ils avaient ne pouvait pas finalement couvrir le spectre complet de leurs besoins. Puis là, on avait commencé à faire ça. Puis en fait, nous, on a commencé à utiliser Odoo à l'interne, parce que le mojo de la boîte, c'était toujours de bosser avec l'open source. Donc on a beaucoup bossé avec l'open source. Du coup, quand on a cherché un ERP pour nous, on a cherché un ERP qui est open source. C'est clair que Odoo répondait à tous les critères qu'on avait. Puis on a commencé à l'utiliser. Puis on a eu été contacté en fait par des boîtes, je sais plus trop comment. Ils nous ont dit voilà, vous avez Odoo chez vous, est-ce que vous pourriez le mettre en place chez nous? Puis en fait, on a eu un premier gros client qui nous a fait confiance, on est devenu partenaire comme ça, et puis on a démarré l'aventure comme ça en fait. D'accord, ok. Donc c'est vous, en installant Odoo pour vous, que vous êtes devenu en fait. C'est une question que je me posais justement. Est-ce que Odoo justement comment ils avaient, parce que peut-être pour expliquer aussi ce qu'est Odoo en quelques mots à ceux qui nous écoutent, c'est du coup c'est un ERP, mais je veux dire. Enfin, tu connais mieux que moi, mais il y a 1000 outils dedans. C'est un outil de gestion en fait, mais qui est séparé par application en fait. Donc tu vas pouvoir gérer tes heures, ta comptabilité, gérer tes ventes, gérer tes salaires, gérer tous les aspects finalement de l'entreprise. C'est pas fait pour une industrie en particulier, c'est un ERP, donc c'est plutôt un généraliste, donc il va autant pouvoir aller pour une entreprise qui fait du service que pour une entreprise qui fait la construction, qui fait du retail, qui fait la vente en ligne, etc. On va couvrir tous les aspects. En fait, Odoo va vraiment s'adapter à tous les types d'entreprises. Puis c'est pour ça que nous, on est rentré là-dedans, parce qu'au début, on avait des besoins simples, noter les heures, facturer. En gros, une boîte de service, c'est un peu la base des choses. Puis après, ça a grandi en fait finalement avec nous. Et puis nous, on est devenus des partenaires, et puis c'est comme ça que ça a grandi, quoi. Ok. Et on a commencé à le mettre en place chez des boîtes et aujourd'hui c'est plus ou moins, je crois, un peu moins de 140 boîtes qui bossent avec nous. En fait, ah ouais, ok, trop bien. Il y a un équilibrage entre développement sur mesure, Odoo, ou bien c'est vraiment Odoo parce que bon, ils font aussi Odoo, la maison mère fait aussi énormément de communication. On les voit aussi fortement partout, de plus en plus. Donc je pense qu'il y a eu aussi une trend. Je pense que 2015 aussi. Donc tu as commencé avec, c'était déjà en 2015. Le développement sur mesure, oui, mais le Odoo c'est plutôt 2018. D'accord. Parce qu'au final, 2015, ça peut paraître proche comme loin, mais dans le sens, tout ça n'était pas encore aussi développé qu'aujourd'hui. Non, nous, quand on a commencé Odoo en 2018, c'était encore la version 11, c'était pas du tout développé même pour le marché suisse. Il a fallu plus se battre pour les premiers, et puis maintenant, ça devient vraiment un outil qui est fait pour le marché suisse, qui fonctionne très bien, mais c'est clair que les premiers clients qu'on a eu, qui étaient en version 11, 12 et autres, ils nous ont vraiment fait confiance. Parce que c'était moins facile que maintenant. Mais donc, non, je dirais qu'il y a un espèce d'équilibre. En fait, à la base, on avait un petit peu, j'ai envie de dire, 50-50 entre le chiffre d'affaires de la partie développement et la partie Odoo. Maintenant, la partie Odoo a vraiment pris l'ascendant parce qu'on a plus de contrats, on a plus de boulot là-dedans et on a plus de personnes là-dedans. En fait, c'est réglé. On a en tout cas on a une dizaine à graviter autour de Odoo déjà maintenant dans la boîte. Donc ça fait vite plus de monde. Et puis c'est des projets qui sont de taille plus raisonnable. Donc c'est-à-dire que les coûts sont plus raisonnables aussi, parce que mettre en place un outil qui est déjà existant, c'est moins coûteux que développer un outil complètement de A à Z. Donc c'est clair que on a plus de clients, c'est plus facilement vendable, j'ai envie de dire. Donc globalement, c'est clair qu'à mon avis, ça va continuer. Le trend va être comme ça, va continuer. On va plus s'engager dans la partie Odoo. Ouais, c'est hyper intéressant. Je trouve d'être lié comme ça à une société qui elle-même... Enfin, parce qu'au final, je trouve que quand moi je vois des pubs Odoo sur YouTube et tout ça, indirectement, ça vous fait de la publicité pour moi qui suis dans la région. Il y a une sorte de parallèle assez intéressant qui se fait, c'est que quelque part, évidemment, vous êtes géographiquement bien situé dans votre région pour développer, et puis effectivement, eux, toute la com qu'ils font, ça vous... Alors, à la fois oui, puis à la fois c'est aussi un risque, parce que ça toujours la même solution, le même problème. On représente une solution, puis on ne sait pas le trend qui va prendre cette solution-là dans les années à venir. Donc il faut toujours rester quand même vigilant par rapport à ça. On reste vigilant, même si je pense que Odoo est à mon avis bien parti et suit un bon trend, et si tu suis un peu le CEO, etc., la vision qu'il a, c'est pas quelque chose qui va changer, mais n'empêche qu'on est dépendant d'une solution qu'on met en place. Si dans 5 ans, elle part en sucette ou elle va dans une autre direction, il faudra aussi qu'on soit capable de se retourner au cas où. Tout à fait. Oui, mais là, c'est clair que, comme tu dis, c'est une entreprise qui monte beaucoup, la solution monte beaucoup. Ils sont passés 4000 collaborateurs maintenant. Ils sont présents, je crois que c'est plus de 12 millions d'utilisateurs de Odoo. Donc, ils se développent beaucoup, ils ont des moyens. Et donc, l'outil se développe encore beaucoup. Pour nous, c'est intéressant. Et la communication, le marketing, on fait beaucoup. En fait, il y a des années en arrière, en 2018-2019, le patron de Odoo, il croyait pro marketing. Ils avaient une personne, je pense que c'était déjà 2000.
il y avait une personne qui faisait du marketing pour toute la boîte parce que lui, son but, c'était le produit. Il n'y avait rien à secouer du marketing. Ouais. Même chose au niveau légal, ils avaient un avocat, je crois que c'est tout ce qu'ils avaient. Maintenant, ils ont quand même compris qu'il fallait se développer. Puis la partie marketing, communication, la partie légale, etc., se sont vraiment plus développés. Mais à l'époque, c'était vraiment une start-up, quoi. Même à 2000 personnes, c'était une start-up. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça c'est plus structuré. Il y a d'autres groupes qui ont. Tu parlais avant d'hébergement web. Moi, quand on a commencé le développement web il y a plus de 15 ans maintenant, effectivement, les hébergeurs web, c'était aussi le Far West. Quoi, à l'époque. C'était le Far West. Maintenant, ça s'est terriblement structuré. Ça s'est si tu en cites maintenant, tu vas tous citer les mêmes. Tu vas parler d'Infomaniac. Mais c'est clair, avant, il y avait, ah ouais, non. il y avait Moi, des hébergeurs. Il y avait comme nous. Je dis, connu des histoires où je suis en vacances, les sites étaient down. C'était des centrales qui cramaient ou qui... Et c'est aussi un peu la vision de Odoo par rapport à ça, c'est de dire, dans quelques années, lui pense que ça va faire comme dans tout le domaine de la tech, ça va se regrouper. Donc ils vont se retrouver avec 4-5 solutions ERP du marché qui vont être devenues les solutions majeures. Les autres vont disparaître. Et donc lui, son but, c'est de faire partie des 4 à 5. C'est clairement sa vision, c'est clairement ce qu'il voit, c'est là-dessus qu'il travaille. Et enfin, on verra. Mais je pense que pour avoir discuté de ça avec plusieurs personnes dans plein de thématiques comme la communication, l'immobilier ou ce genre de choses, au final, il y a toujours ces gros acteurs qui grandissent, qui gonflent, qui prennent la part du marché, puis effectivement qui englobe ou qui... C'est inévitable, et puis ça demande une grosse force de frappe quand même, développer un ERP. Tu parlais du Far West dans le développement, dans l'hébergement, il y a la même chose dans le développement. Ça pullule aujourd'hui encore des entreprises qui sont laissées en fait, avec des outils qui ont été développés par des petites structures à l'époque, puis qu'aujourd'hui ne peuvent plus grandir, puis en fait se retrouvent coincés. En fait. Donc, c'est l'avantage de bosser avec une solution comme Odoo, c'est que c'est une machine derrière quand même qui tourne, qui développe, etc. Mais voilà, on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait, mais je pense que lui, il vise en tout cas à se positionner dans les 4 à 5 qui resteront, si ça se passe comme ça. Trop bien. On va passer un peu sur Dootix, sur l'entreprise en elle-même. Donc, peut-être sur le côté entrepreneurial. Aujourd'hui, il y a, tu le disais avant, 18 employés. On passe, donc vous êtes quand même passé de 0 à 18 ou de 2 à 18, on va dire. Quels ont été c'est quoi les... Comment dire, si tu avais des grosses étapes ou des gros jalons à citer sur l'évolution, est-ce que ça s'est fait en plusieurs tranches, de passer de 2 à 10 en un coup? Est-ce que c'était quoi les grosses étapes de développement de l'entreprise? Moi, j'ai toujours essayé de grandir un peu en fonction du boulot, puis pas me retrouver avec trop de monde, et puis finalement pas de job pour ces gens-là, etc. Donc, on a grandi assez normalement. Par contre, dans les étapes, c'est clair que Odoo fait partie d'une des étapes. Au moment où on est devenu partenaire, ça fait quand même partie d'une des étapes. Après, avec l'ascension jusqu'au niveau Gold, je pense en 2019, quelque chose comme ça, et puis rester un partenaire Gold, puis devenir un des partenaires majeurs. Puis à côté de ça, je pense qu'il y a une étape aussi qui a été intéressante pour nous, c'était le changement de bureau, d'avoir des vrais grands bureaux pour accueillir les gens. Ça a motivé la team, ça nous a fait grandir, ça nous a fait croître. Donc je pense que 2018, 2020, 2021, 2022, c'était un peu charnière, ça nous a permis vraiment de développer. Puis après, ça a continué à suivre finalement le train. Aujourd'hui, on va redéménager le bureau parce qu'on est trop grand maintenant pour les bureaux qu'on a maintenant. Okay. Puis justement, je pense que ça donne chaque fois des nouveaux trends, des nouvelles envies aussi aux collaborateurs. Puis je pense que c'est ça qui se développe. Il n'y a pas eu de coup, on a dit, tiens, on a engagé 8 personnes en 3 semaines. Maintenant, cette année, oui, on fait une grosse croissance. 2025, on va faire une grosse croissance. On va probablement doubler l'équipe Odoo cette année, puis on va doubler l'équipe de la boîte encore l'année prochaine. Donc là, on va se retrouver probablement à une trentaine de collaborateurs l'année prochaine. Je pense que ça, c'est un peu charnière, mais c'est dû au fait aussi un petit peu de notre regroupement avec la boîte belge Dynaps. Et c'est ça qui a fait probablement que maintenant, on va faire un peu la croissance. D'accord, ok, très clair. Ouais, ok. Magnifique si c'est x2 en une année, mais c'est des challenges, hein, c'est énorme. Comment vous avez structuré? Donc, il y a les teams à l'intérieur, elles sont bien segmentées entre Odoo et sur mesure. Ok. C'est très segmenté. Ok. Donc c'est comme si vous aviez deux pôles vraiment séparés, même s'ils s'entendent très bien, ils bossent pas vraiment ensemble. Et puis après, l'équipe Odoo maintenant, elle va faire la même chose, elle va se splitter en deux teams. Okay. On va grandir, qui va être 2 teams complètement dépendantes, qui pourront gérer les projets complètement dépendamment de l'autre, qui peuvent gérer les projets de A à Z, et puis finalement qui nous permettra en fait de grandir comme ça. Puis le but, c'est que plus on croît, plus on ajoute de teams simplement à l'équipe. Okay. Des teams de, je pense, 5 à 7 personnes, quelque chose comme ça. Qui ont des profils donc développeurs, techniciens, et puis autour de ça, vous avez quand même, je pense, un pôle vente et puis un pôle... Parce qu'au final, il faut aussi nourrir. Nous, on a 2 business développeurs, donc vraiment 2 personnes au pôle vente qui s'occupent essentiellement de la partie Odoo, vraiment qui sont des profils qui vont rencontrer les gens qui font la partie sales. Puis la partie vraiment plutôt Odoo, c'est pas forcément des techniciens, c'est pas forcément des développeurs, c'est plutôt des personnes qui ont un profil business, qui vont comprendre les besoins. Parce que Odoo, en fait, un outil
qui est plutôt dans la configuration, dans la mise en place. Et donc, c'est plutôt des personnes qui vont comprendre les besoins plutôt que des personnes qui sont vraiment techniciens. Je préfère avoir des gens qui comprennent bien la problématique, qui arrivent à discuter avec le client, qui comprennent les besoins du client, puis qui, s'il y a des besoins de développement, redescendent ça aux développeurs avec un langage plus technique. Mais vraiment, le gros de la partie Odoo, 80-90%, c'est vraiment des personnes qui ont plutôt un profil business, qui ont fait HEC, qui ont fait l'HEG, choses comme ça. On est vraiment des profils à ce niveau-là. C'est quasiment toujours des profils universitaires. J'aime bien parce que c'est des personnes qui réfléchissent vite, réfléchissent bien, ont une bonne idée du business, ont envie d'apprendre. Parce que je pense que dans ce boulot-là, il faut avoir beaucoup envie d'apprendre. On ne trouve pas de profils qui ont déjà fait du Odoo, ou très peu. Ouais. Les gens, en fait, la plupart du temps, débarquent chez nous. Vont passer 2, 3, 4, 5, 6 mois à se former. Et après, moi, j'ai envie de dire, une personne, après 3 mois, elle devient intéressante pour les autres aussi pour un peu être utilisée. Après 6 mois, il commence à peut être à l'aise, mais ça met qu'après 1 an que vraiment il est à l'aise. Donc ce qu'on essaie aussi de fidéliser, c'est pas des personnes qui partent après 1 an et demi ou 2 ans, parce qu'on a perdu quasiment 1 an à les former pour les voir partir après. Donc on essaie d'avoir des gens qui restent. Mais en gros, il faut compter qu'une personne pour Odoo, c'est long en fait. C'est quasiment vraiment une année pour qu'ils se sentent vraiment à l'aise. C'est pas rien quand même. Non. Mais il va déjà travailler bien avant. Je veux dire, à partir de 3 mois, il commence vraiment à travailler. Mais où il se sent à l'aise, ou quand tu donnes un projet, il n'est pas en train d'avoir un peu peur. Il se dit, ok, c'est bon, je suis à l'aise pour le faire. C'est vraiment après 1 an, quoi. Du coup, on est en plein dans la thématique que tu viens d'énoncer. C'est quoi pour toi les plus gros défis liés à la croissance que vous êtes en train de connaître? Je pense que c'est conserver l'esprit d'équipe qu'on a. On a une équipe qui est très soudée, très petite équipe familiale, puis c'est clair que ça va grandir, il faut garder ça. Moi, je pense que j'ai jamais poussé pour avoir ça. Par contre, j'ai probablement été pas mauvais pour choisir les gens. En fait, j'ai toujours essayé de garder un peu cet esprit-là parce que je pense que pas avoir les compétences Odoo, ça s'apprend, c'est pas un problème, on peut y arriver. Par contre, le mindset de la personne, c'est soit il l'a, soit il l'a pas. Et puis, c'est de bien comprendre ce qu'il veut, puis vraiment essayer de garder cet esprit un peu d'équipe et de famille. S'ils ont un problème, ils s'entraident énormément. Ils sont vraiment l'un pour l'autre, ils sont toujours là, ils vont s'épauler, ils regardent pas les heures en fonction de ça, ils vont vraiment s'aider. Puis ça, il faut qu'on arrive à garder avec la croissance. Puis après, c'est clair que la croissance, il faut toujours faire attention aussi aux chiffres. C'est toujours un moment où on est dans la difficulté parce qu'on sort beaucoup d'argent pour faire de la croissance, parce qu'on anticipe en fait une demande qui va venir. Il faut toujours faire attention. On a la chance, nous, dans un domaine qui est très dynamique. La partie ERP, je ne pense pas que ça va se calmer maintenant. On a beaucoup de boulot. Mais c'est toujours un domaine où il faut faire attention. Il y en a plein qui sont cassés les dents avec la croissance, quoi. Tu arrives à avoir une vision et à la piloter quand même d'une manière, dans le sens que votre business model, je pense qu'il y a le one shot quand vous mettez en place un projet. Ouais. Et puis après, vous avez, je pense, de la récurrence qui justement crée le fond de stabilité, on va dire. Exact. Ok, très clair. On a vraiment un modèle qu'on essaie de pousser de plus en plus, c'est le modèle de récurrence. On a un très bon modèle avec ça, qui se développe avec le nombre de clients, donc c'est clair que ça pousse. En fait, une personne qui va mettre en place Odoo, c'est ce que tu dis, il y a un one shot, mais il va garder pour du support derrière. Faut pas rêver, c'est pas des coûts qui s'arrêtent quand on a fini, quand on a mis le projet en production. Ça reste des coûts qui vont quand même continuer, qui vont être plus faibles, mais qui vont continuer. Puis nous, ça nous permet d'avoir des gens pour faire développer. C'est ça aussi qu'on va devoir développer nous, c'est clair, c'est cette partie vraiment support suivi. En fait, il y a un peu deux défis dans lesquels on va faire face, c'est grandir vraiment une équipe de support et de suivi. Puis après, il y a en fait Odoo, toutes les 3 versions va indirectement te forcer à migrer vers la nouvelle version. Donc on doit migrer ses clients. Puis nous, on a de plus en plus de clients, donc on a à chaque fois de plus en plus de gens à migrer. Donc c'est clair, ça fait partie. Puis donc il faut avoir la force de frappe pour. Donc c'est aussi ça qui fait qu'on va devoir faire de toute façon la croissance cette année. Quoi qu'il ne pas, on aurait dû le faire. Donc, mais justement, c'est les défis qui sont intéressants. Puis l'avantage qu'il a, c'est que le business est déjà là parce que les gens doivent faire la croissance. Enfin, les gens doivent faire la migration, donc la croissance, on est obligé de la faire. Donc ça doit bien se passer. Aligné à cette croissance. Ouais, je pense. Ça doit bien se passer. Donc, avant, tu nommais, il y a une affiliation, un regroupement avec une société pour justement être plus... concrètement, tu peux nous en dire plus ou En fait, depuis 2-3 ans, il y a eu un regroupement en fait, des partenaires en Europe. Parce que les partenaires en fait, ont commencé à se regrouper. Pourquoi ? Parce qu'il y a d'une part une crainte d'avoir une fois des gros partenaires qui viennent, KPMG ou Deloitte et autres, qui viendraient tout d'un coup en disant tiens, on va devenir partenaire Odoo, puis qui mettent 300 personnes sur le coup, puis du coup ça devient directement un énorme partenaire. Puis ça pourrait faire de l'ombre à beaucoup de plus petits partenaires. Puis en plus, c'est clair que pour prendre des projets un petit peu plus d'envergure, il faut être une plus grosse équipe. Et puis finalement, se regrouper, ça permet de faire ça. Puis nous, en fait, en 2024, on était déjà partenaire numéro 1 en Suisse, on était très bien positionnés.
Puis en fait, on a été contacté par le partenaire numéro 1 au monde, qui est en Belgique, qui est Dynapse, et puis qui nous a contacté en disant voilà, est-ce que vous auriez de l'intérêt ou pas, est-ce qu'on se regroupe, comment est-ce qu'on pourrait faire ça, etc. Puis ça a pris comme ça un processus assez long, parce que voilà, forcément, il y a de la prise de capital, il y a des choses à faire, ça prend du temps, il y a les discussions rigolotes, après les discussions moins rigolotes avec les avocats, etc. Ça fait partie du jeu. Et puis ça s'est soldé en fin janvier 2025. Puis maintenant, donc nous, on fait partie en fait officiellement depuis janvier 2025 du groupe Dynapse en fait. Magnifique. Et ça va pousser jusqu'à ce que finalement notre entreprise d'Outix va devenir Dynapse en fait en Suisse. À partir du mois de juin, probablement, on va se renommer. Non pas que c'est vraiment une envie de ma part, mais je pense que c'est bien de se montrer sous un front commun, puisque finalement on fait partie du même groupe, on fasse avec le même nom, et que les gens comme ça qui travaillent avec Dynapse, ils savent qu'ils bossent avec le bureau de Suisse ou avec le bureau de Belgique, etc. Ils travaillent avec le même nom. Magnifique. C'est magnifique parcours quand on réfléchit de où vous êtes parti à aujourd'hui. Dans ta manière aussi de voir, j'ai l'impression que tu es un vrai stratège. Enfin, que tu J'essaye. En tout cas, dans le sens que je vois que tu maîtrises parfaitement bien le. Je sais pas si tu joues aux échecs, mais en tout cas, quand je joue aux échecs. Ouais. Mais quand je t'entends parler, je vois que ça réfléchit juste et droit. J'essaie toujours de voir les choses arriver avant qu'elles arrivent. C'est un peu, mais après, c'est le rôle de tout patron de boîte. Je pense globalement, on est là pour ça. On est là pour à la fois pour prendre les coups et aussi pouvoir diriger finalement l'équipe vers la bonne direction. Et puis, voilà, là, c'était une opportunité. Il fallait soit on la saisissait, soit on la prenait pas. Mais finalement, une fois que l'opportunité n'est plus là, il faut être conscient qu'elle ne se reproduira peut-être plus jamais. Et puis, si on l'avait pas fait, je sais qu'on aurait fait face à des défis, disons, dans 1 ou 2 ans, qui auraient été dus à le choix de ne pas le faire. Et je pense pour nous, c'était le bon moment, quoi. Ouais. On avait besoin d'avoir quelqu'un. C'est vraiment, à titre personnel, je trouve hyper intéressant de quoi tu parles là, parce qu'en fait, on ne sait jamais de quoi demain sera fait. Il y a des événements qui nous tombent aussi dessus. Des fois, on y est préparé ou pas. Il y a des opportunités qui sont là. Et puis, effectivement, c'est compliqué d'avoir une vision sur 3-4 ans, et puis 3-4 après, on se dit est-ce que la vision elle a été tenue ou pas, puis en fait, souvent, elle a beaucoup bougé. Ouais. Les gros business plans à 5, 6, c'est compliqué, moi, je trouve, parce qu'on doit rester agile. Oui, il faut avoir une vision, puis je pense qu'on doit pouvoir avoir une vision claire de où est-ce qu'on veut aller, ce qu'on veut faire, mais après, il faut pouvoir s'adapter tout le temps, parce qu'en fait, c'est un marché quand même qui bouge beaucoup, les entreprises, ça bouge beaucoup, puis en fait, on doit, de par notre taille aussi, avoir cette agilité de pouvoir se dire tiens, on va partir là, on va saisir les opportunités, en fait, parce que c'est ça qui est important, quoi. Je rebondis sur la taille de l'entreprise, parce que est-ce que on entend souvent que justement en 10 et 20, il peut y avoir justement des complications, parce qu'en fait on devient suffisamment grand pour justement mettre en place de nouveaux systèmes, on rentre dans un nouveau game, on va dire, mais on n'est pas encore suffisamment grand justement pour avoir les pôles vente avec 4 personnes, tout restructurer. Comment tu as vécu ce passage, on va dire, de 10 à 18 ? Est-ce que ça a été vraiment compliqué ou est-ce que c'est venu naturellement ? En fait, moi, j'ai toujours structuré la boîte pour pouvoir arriver, je pense, en tout cas à une taille de 40-50 sans vraiment me poser de questions. C'est peut-être un peu... Je te donnerai mon retour pour cette taille-là. Mais disons que, si tu veux, on a un pôle vente que je peux faire grandir, effectivement. J'ai un pôle vraiment Odoo qui va encore grandir, qui va se structurer finalement. Puis finalement, cette partie administrative, c'est moi qui m'en occupe et je la couvre complètement. Puis on la couvre complètement parce qu'on utilise un outil comme Odoo qui est facile à utiliser. Donc la comptabilité, c'est moi qui l'a fait. Je connais les chiffres à l'instant T, précisément, exactement du chiffre d'affaires, d'où est-ce qu'on en est, de la marge, etc. Je fais tous les salaires moi-même, je suis tout en fait. Puis c'est pas beaucoup de boulot. Que je sois 10 collaborateurs, 20 ou que j'en sois 35, 40, ça va me prendre le même job, honnêtement. Ça va me prendre exactement le même job parce que c'est structuré de telle façon de me laisser mon temps pour faire autre chose et je suis pas écrasé par le poids de cette partie administrative. Donc, moi, j'ai toujours du temps pour réfléchir, j'ai toujours du temps pour penser, je suis toujours là pour l'équipe aussi s'ils ont besoin, dans les parties techniques ou choses comme ça, je suis toujours là. Donc, il faut le penser et puis moi, j'ai toujours un peu, c'est pas toujours facile, mais toujours un peu rigoler de ces boîtes qui se lançaient puis qui avaient directement besoin d'avoir une partie administrative avec 1, 2 secrétaires, etc., qui sont quand même des charges assez élevées quand même. C'est clair. Qu'on doit traîner avec nous. En structurant juste maintenant, de nos jours, alors oui, ça demande quand même un peu d'affinité avec l'informatique, mais les outils informatiques actuels te permettent vraiment de te décharger complètement. Comme je dis, moi, la fiduciaire qui s'occupe de nous ne fait finalement que la partie débouclement en fin d'année, puis tout le reste d'année, c'est
tout nous qui gérons, puis il n'y a rien à refaire quasiment à la fin de l'année, il n'y a rien à retoucher. Donc je veux dire, ça c'est important parce qu'il y a aussi plein de patrons qui n'ont aucune idée si à la fin de l'année ils ont fait une bonne année ou s'ils ont fait une mauvaise année, s'ils ont Clairement. fait 15 francs de côté ou s'ils ont fait 100 000. Ils n'en savent rien du tout. Et je pense que ça c'est important de savoir. Moi j'ai les chiffres tout au long de l'année, je sais où j'en suis. Ouais. Et je pense que ça c'est important et c'est quelque chose qu'il faut mettre en place. Mais une fois que tu l'as mis en place comme il faut, oui c'est clair, quand on sera 40, 50, 60, il y aura d'autres défis. Ouais. Il y aura peut-être besoin d'avoir un directeur administratif, peut-être besoin d'avoir un directeur financier, etc. Oui, quand on sera plus grand. Mais là aujourd'hui, par exemple, je peux grandir sans problème encore. Je peux doubler sans avoir besoin de ça, c'est sûr. Ben, magnifique, parce que ça, j'ai pas entendu souvent qu'on pouvait doubler sans avoir... enfin, au final, vous vendez l'outil qui vous permet Ouais, justement de faciliter aussi Ouais. la gestion. Nous, on est clairement confrontés à ce genre de difficultés maintenant à une taille un peu intermédiaire où ça devient un peu complexe de faire certaines choses soi-même. Ouais. Mais du coup, hyper intéressant. Ouais, très clair. Peut-être encore une question avant qu'on fasse une petite pause. Si tu devais résumer de tout ce parcours, depuis que tu es parti, les plus grandes leçons que tu as en tirées. Ouais. Il faudrait que je réfléchisse, mais une leçon qui est assez, je pense, claire, c'est que dans beaucoup de ce domaine-là, il faut du réseau. Moi, je suis parti, j'ai fait mes études, j'ai fait un doctorat, puis je me suis lancé juste après, donc zéro réseau, en me disant ça va bien se passer. Puis en fait, c'est clair qu'avec le recul, c'est quelque chose qui peut-être nous manquait, mais au moins, j'avais pas de biais non plus sur. On a toujours fait comme ça. Moi, j'ai jamais bossé dans une autre boîte, donc je peux pas te dire. Donc ça, c'était. Voilà, le réseau est important. Aussi, je pense qu'il faut pas avoir peur de faire des erreurs. C'est ce que j'ai toujours, même encore aujourd'hui à l'équipe, on peut faire des erreurs, par contre on les assume. Donc quand on fait une bêtise, on dit, on prend le jeu. Mais faire des erreurs, ça fait partie du jeu. Et je pense que si de toute façon on va y arriver, j'ai pas de, comme je dis, j'ai pas de biais de, on doit faire comme ça parce que dans l'ancienne boîte où j'étais, on faisait comme ça, puis ça marchait bien ou ça marchait pas. Moi, j'ai développé la boîte comme je pensais qu'il fallait développer la boîte. Pour l'instant, ça a l'air pas si mal marché. Mais globalement, faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur de faire des erreurs. Il faut pas hésiter. Par contre, une fois qu'on fait une erreur, on l'assume. Okay, là, ça n'a pas joué. Qu'est-ce qu'on peut faire, soit avec le client, que ce soit nous à l'interne, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aller mieux? Mais c'est ça. Je pense que c'est surtout ces leçons-là, pas avoir peur. Et puis, il faut y aller. Après, il ne faut pas non plus être borné. Quand on voit arriver un mur, il ne faut pas y taper dedans. Ça ne sert à rien d'être tapé dedans pour voir si vraiment il était là. Quand on voit qu'il y a un mur, autant l'éviter, quoi. Magnifique. Trop bien. Du coup, si tu avais si tu devais conseiller autant, alors d'un côté, autant aujourd'hui, j'ai bien aimé ton message avant de dire l'outil que tu mets en place, il permet aussi de faciliter la vie des entrepreneurs. Je reçois vraiment une craquée de gens qui... c'est compliqué d'être entrepreneur aujourd'hui parce qu'au final, les casquettes, elles sont multiples. Il faut faire admin, marketing, RH, etc. Gérer son métier. Donc, toi, le conseil que tu pourrais donner par rapport... Parce que je vois que niveau processus, niveau structuration, tu as quand même compris des choses que peut-être pas tous n'ont compris. Tu pourrais partager quelque chose par rapport à ça? Alors, je pense qu'il y a un élément aussi essentiel, je pense, dans beaucoup de boîtes qui se lancent, c'est que le patron, il est central à la boîte. C'est-à-dire que dans le fond, tout le monde repose sur lui, le savoir, il est vers lui. Donc, au moment où soit il veut quitter la boîte, au moment où il y a un pépin, etc., c'est hyper compliqué pour tout le monde de continuer à vivre. Moi, j'ai structuré la boîte d'une telle façon que je ne suis pas du tout nécessaire. Pas du tout. C'est-à-dire que moi, même s'il m'arrive... Alors, ça ne veut pas dire sur le long terme, je suis quand même important à la boîte, je dis pas, etc. Mais si moi, il m'arrive un truc maintenant que je ne suis pas là pendant un mois et demi, etc., la boîte, elle tourne. Mais ça, depuis le début? Ouais. Depuis le début. On a eu cette vision-là. Parce que moi aussi, ce que je voulais pas, c'était la leçon des patrons finalement qui doivent se lever à 5h du matin, doivent être à 5h30 au bureau, puis vont finir à 19h30 complètement crevés, ne voient pas leurs enfants, vont dormir, etc. Font suivi. Puis nous, on savait avec Tiffany qu'on voulait aussi avoir une vie de famille, qu'on voulait avoir une vie finalement à côté du boulot. Puis ça nous a permis vraiment d'avoir la vision de dire, OK, il faut structurer la boîte de telle sorte que nous, ne soit pas forcément nécessaire pour qu'on puisse aussi quand même avoir du temps pour la vie, etc. Puis ça, c'est quelque chose d'important. Ça ne veut pas dire que ça ne demande pas d'effort. Il ne faut pas non plus rêver. Il y a des tas de jeunes qui vont penser, ou de jeunes ou moins jeunes, c'est égal, mais qui vont penser que c'est facile. Oui, c'est clair. Il ne faut pas rêver. Tu as des moments où tu as du stress parce que toi, tu es le patron. Donc, il faudra payer tes salaires. Il faudra que ta boîte elle tourne. Il faut que les gens se reposent sur toi s'il y a un problème. Quand il y a des problèmes, etc., avec des clients, il faut que tu sois là pour soutenir tes équipes. Il faut en tout cas pas que tu sois celui qui est soit absent, soit qui va encore écraser tes équipes. Ça, c'est un truc vraiment, c'est hyper important. Mais tu dois pouvoir... Finalement, il va pouvoir se passer de toi aussi pour faire leur day-to-day. Puis ça, c'est hyper important. Et je pense que c'est un message important aussi par rapport à ça. C'est même crucial. Moi, j'ai pas mal de questions par rapport à ça. C'est quelque chose que tu as
appris à faire, c'est quelque chose qui est venu naturellement. Parce que je prends mon exemple, du coup, moi, ça, le côté me sortir de l'opérationnel, délégation, je l'expérimente maintenant, mais ça fait 15 ans que je fais mon métier. Parce qu'en fait, comme beaucoup de patrons, j'avais un métier de base, je le faisais, puis après, je commençais à rajouter un peu des briques par-dessus. Mais ce côté, au final, parce que souvent, la tête dans le guidon, etc., c'est pas inné pour tout le monde de réfléchir à comment on peut structurer pour s'enlever. Et souvent aussi, la fausse croyance de croire qu'on est irremplaçable, de croire que sans nous, ça ne tourne pas. J'entends peu de personnes qui me disent « Je me suis lancé dans l'entrepreneuriat en pensant déjà à comment j'allais m'enlever de la structure. » C'est pas que je m'enlève la structure, c'est que je suis pas nécessaire au fonctionnement. Alors, et je pense que c'est important. Justement, je pense que c'est important. Mais non, moi, je pense que je l'ai toujours mis en place, en fait. Indirectement, je l'ai toujours mis en place. Parce que je pense que, comme je dis, il faut éviter. Puis c'est compliqué, parce que c'est compliqué pour les gens quand toi, tu n'es pas là. Puis ça veut dire que tu te retrouves à pas prendre de vacances, parce que finalement, dès que tu n'es pas là, ça devient problématique. Dès qu'il y a un pépin de santé, parce qu'il ne faut pas arriver, on n'a qu'une santé. Je suis en très bonne santé aujourd'hui, tant mieux. On ne sait pas ce qui va arriver par la suite. Un jour ou l'autre, je vais vouloir peut-être faire autre chose. Ça ne veut pas dire que je vais faire ça toute ma vie. J'aime beaucoup le boulot que j'ai maintenant, mais ça veut pas dire que je fais ça toute ma vie. Comme je dis, un collaborateur, c'est pas compliqué. Si un jour il va arrêter, il démissionne, il fait autre chose. Nous, en tant que patron, on peut pas faire ça. On peut pas arriver, on a 15, 16, 20 personnes avec nous. On peut pas dire tout d'un coup, bonne journée à tous, je m'en vais. Donc, il faut qu'on puisse avoir justement ce côté de réflexion, comment est-ce qu'on va faire l'avenir. Et puis, moi, j'ai toujours eu cette vision un petit peu de pouvoir dire, ok, je suis pas un élément central de la boîte. Donc, pour arriver à ça, parce que souvent, moi, ce que je vois, c'est le patron va faire ses rendez-vous, va ramener l'affaire ou ce genre de choses au début. Donc, ça sous-entend que pour ça, tu as des cahiers des tâches qui sont hyper précis quand tu embauches. Non, même pas. Non. Mais il faut quand même que l'employé soit responsable de comprendre de où à où il doit aller. Mais je pense que ça, c'est assez simple. L'être humain, si tu lui fais confiance, il fonctionne très bien. Je veux dire, les deux business développeurs qu'on a, ils vont chercher le boulot, ils savent que c'est leur job, ils ont un bon lien avec les clients, ils ont un bon lien avec les collaborateurs. Il faut trouver les bonnes personnes, mais c'est des gens qui sont contents du job qu'ils font. Ils n'ont pas de cahier de charge précis, j'ai pas de KPI précis, je suis pas en train de les suivre sur les choses. Moi, j'ai pas de KPI sur les ventes. J'ai pas de KPI, ça m'est égal. Ce que je vais voir, c'est clair, c'est qu'il faut que ce soit un truc qui tourne quand même, faut pas rêver quoi, on n'est pas dans un monde de bisounours. L'entreprise elle doit faire du profit, elle doit marcher, mais par contre ça sert à rien de mes objectifs que finalement tu fais que de suivre puis qui est embêtant pour tout le monde. Les gens, si tu les laisses libres, même le pôle Odoo, le pôle développement, une fois qu'ils ont les projets, ils savent ce qu'ils ont à faire, fais leur confiance. Par contre, comme je dis, il faut être là quand ils ont un problème, il faut pouvoir les écouter. Puis s'il y a un problème avec un client, il ne faut pas te mettre du côté du client directement. Puis il faut écouter, il faut comprendre ce qu'il y a. Si on a fait des erreurs, on les assume. Et puis si c'est le client qui a débordé, il faut lui dire écoute, pas de souci, on va régler ça, etc. Puis moi, je pense que, en tout cas, j'ose croire que j'essaie de vraiment faire cette partie-là vraiment pour l'équipe. Et je pense que l'équipe apprécie ce côté-là, justement. Moi, je suis plutôt là vraiment pour l'équipe, quoi. Du coup, ça soulève la prochaine thématique sur laquelle je voulais venir, l'importance de la qualité de l'équipe. Tu as dit au début que tu avais eu, entre guillemets, un peu le flair et le nez pour bien recruter. Est-ce que tu arrives, du coup, à donner des éléments clés d'un bon recrutement c'est compliqué parce que ça va dépendre des profils. Nous, ce qu'il y a, c'est que, si tu veux, typiquement, dans un profil de recrutement standard, moi, je vais faire un premier call avec le candidat. Je vais sentir un petit peu, on va parler un petit peu de tout et de rien. Ça dépend si on fait du Odoo, par exemple, je vais essayer d'un peu de questionner, voir un peu s'il s'intéresse, qui s'intéressait, pourquoi est-ce qu'il veut venir chez nous. Puis après, généralement, il va avoir un deuxième call avec un membre de l'équipe. Qui va changer, qui n'est pas toujours le même. Donc on n'a pas de responsable recrutement, etc. C'est plutôt les autres. L'idée, c'est plutôt de voir aussi s'il y a un feeling au niveau de ok, je me verrais bien bosser avec lui, ou écoute, je me verrais pas bosser avec lui. Puis après, lui, il me fait son retour. Il me dit écoute, oui ou non, écoute, c'est une personne qui va pas du tout convenir à l'équipe, ou oui, ça va bien convenir. Puis après de là, si on fait un troisième meeting, puis là, on le fait venir sur site, puis là, on va donner une partie un peu plus technique, on va chercher un peu ses qualités de réflexion, etc. Mais le but derrière, c'est plutôt voir s'il va tenir à l'équipe. Donc c'est de nouveau. Moi, je ne fais pas forcément partie du dernier pôle. Généralement, je suis là, mais c'est déjà arrivé que je ne sois pas là de ce côté-là. C'est plutôt mes collègues qui vont dire « Ah tiens, lui, il a vraiment collé, je pense que ça va bien. » Ou moi, j'ai mis des réserves parce que ci, parce que ça. Parce que finalement, comme je dis, s'il a envie d'apprendre, il va apprendre. Par contre, s'il n'a pas le bon mindset puis qu'il se trompe de boîte à ce niveau-là, soit il va partir rapidement, soit tu vas devoir le chasser, soit ça ne va pas jouer avec l'équipe. Et puis en fait, ça va créer des tensions. Et donc, ils sont en lien direct avec les clients et puis ils font avancer les projets avec le client direct.
Ouais, ils ont, si tu veux, vraiment les collaborateurs, ils ont des projets qui leur sont attribués. Ils ont des charges où ils sont project manager, puis ils ont des charges où finalement ils sont plutôt deuxième ou troisième sur les projets. Donc en fait, c'est pas parce qu'ils ont project manager sur un projet qu'ils sont sur tous les projets. Ouais, Ils ont vraiment une charge qui peut être différente. Certains, c'est eux le responsable du projet, d'autres, ils font partie du projet, etc. Ça leur convient bien, ça veut dire certains, ils ont cette responsabilité, d'autres, pas de responsabilité sur d'autres projets. Puis finalement, c'est eux qui gèrent la partie budget, ils doivent faire du suivi, la partie suivi du temps, etc. Ils le font bien. Si tu leur fais confiance, que tu leur fais confiance, que tu leur fais comprendre que tu as confiance en eux, ça marche très bien. Ouais. Honnêtement. On Du coup, va devoir se structurer un peu plus, mais Ouais. globalement, ça marche bien. Là, tu parles un peu de culture d'entreprise. Ouais. Du coup, vous avez quelque chose qui est en place par rapport à ça, ou c'est justement comment tout ça s'intègre au final dans une société Moi, je crois pas beaucoup à ces cultures d'entreprise que tu écris sur un mur, puis en fait, il faut la suivre. Ouais. En fait, c'est marrant parce que l'année passée, j'avais fait venir une personne, un consultant qui venait de Belgique. En fait, j'avais eu un beau contact avec, puis qui était sympa. Consultant, c'est 10 mois qui vient s'intéresser un peu à la culture d'entreprise, puis qui vient un peu voir chez nous. Puis en fait, on avait fait la journée avec lui. Puis en fait, il avait parlé un peu des valeurs de la boîte, etc., comment on les voyait. Puis on avait un peu défini ce que nous, on voyait comme valeurs dans la boîte. Mais on n'a rien décrit, si tu veux. Puis à la pause, à un moment, il est sorti, puis il a fait exprès. Il est sorti, il a dit, on va faire un café, on va boire un café. Puis en fait, au café, pendant que nous, on était toujours dans la salle, lui, il était discuté avec les autres collaborateurs. Puis en fait, il a posé des questions de savoir quelles étaient les valeurs pour eux de la boîte, etc. Puis c'était exactement les mêmes que nous, on avait dictées. Donc en fait, sans avoir rien d'écrit sur papier, on avait les mêmes valeurs de nous, on pensait ressentir dans la boîte que ce que les collaborateurs ressentaient. Puis il n'y a rien d'écrit chez nous. Il n'y a absolument rien d'écrit. Alors, certains vont me dire que je suis un fou, etc. Mais chez nous, je pense que les valeurs, elles se ressentent. C'est des valeurs au niveau de l'équipe, c'est des valeurs au niveau de la qualité, c'est des valeurs, mais il n'y a rien où on dit je crois moyennement à ces trucs un peu bullshit, tout écrit sur papier. On est une entreprise qui et je pense que les valeurs, elles doivent se ressentir pour les gens. C'est ça que t'as raison, hein, nous on l'a fait du côté écrit, papier, etc. Ben, c'est vrai que c'est bien joli. Il faut que tu te présentes une fois sur un PowerPoint et puis qu'après ça reste dans un coin de tiroir. Il faut que les gens le sentent, en fait. C'est des attitudes, c'est des... c'est vraiment ça. Ça veut pas dire qu'on l'a jamais fait. Je dis pas qu'on l'avait jamais fait quand on a commencé la boîte. On a essayé de... Mais en fait, après, finalement, ces choses-là, moi je trouve qu'elles se ressentent et les gens, ils n'ont pas besoin d'avoir un guide à ce niveau-là. Ils ont besoin que ça respire ça en fait. Chez nous, les gens, comme je dis, on a une très bonne qualité au niveau des personnes, que ce soit au développement ou sur Odoo, mais c'est parce que son voisin il fait de la bonne qualité, son autre voisin il fait de la bonne qualité, donc forcément ça tire toi aussi à vouloir faire la qualité. Et puis c'est la même chose pour tout le monde. Puis finalement, chacun a envie de donner le meilleur de soi-même parce que son voisin donne le meilleur de soi-même. Et finalement, c'est tout le monde qui ressent ça. Et c'est pas parce qu'on a dicté un truc ou c'est pas parce qu'on a des KPI qui font que j'ai 0 KPI sur la qualité, etc. le suivi. Ça n'a rien à voir avec ça. Donc finalement, c'est vraiment, je pense qu'ils doivent pouvoir se mettre dedans et comprendre que ça, on n'a pas quand on a un nouveau collaborateur qui commence, puis on en a fait pas mal ces derniers temps, j'ai pas de gros speech par rapport à ça. On lui explique un speech sur comment ça se passe avec l'alarme, comment ça se passe avec les cafés et les boissons, qu'il peut se servir tout ce qu'il veut, et puis c'est tout quoi chez nous. Et ça me faisait rigoler parce qu'il y a un collaborateur on a un collaborateur qui a commencé chez nous qui a dit est-ce que j'ai besoin d'avoir un habillement spécial pour bosser ici, comment est-ce que je peux faire. Chez nous il n'y a pas d'habillement spécial, il y a pas de tu viens bosser oui, on te demande quand même d'être propre quand tu viens bosser chez nous, mais tu viens comme tu as envie, tu viens avec qualité d'habits qui te font pour que tu puisses bien bosser. Finalement tout le monde se donne la peine et tout le monde se fait son suivi, mais j'ai rien qui a dicté nulle part. Ok, hyper intéressant. D'un point de vue peut-être sur l'autre axe, du coup l'axe client. Alors là, j'ai plusieurs questions. La première, peut-être, est-ce que moi, quand j'entends ERP, alors je suis peut-être un peu plus alerte que d'autres parce que j'ai un profil un peu technique sur certains points et tout ça, mais quand j'entends ERP en tant qu'entrepreneur, que je reviens 10 ans en arrière, je vois ça comme une montagne absolue, je vois ça comme un gouffre financier absolu. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est quoi l'état actuel des évolutions? Est-ce que aussi avec l'IA, ce genre de choses, il y a des choses qui bougent, juste pour qu'on puisse faire un peu un état de situation de ce qu'est aujourd'hui le RP. Je dirais le RP, basiquement, une traduction basique, c'est un outil de gestion. Donc, c'est-à-dire qu'il va te permettre de gérer ta boîte, il va te permettre de gérer, comme je dis, tes devis, tes ventes, ta comptabilité, il va te permettre de gérer tes collaborateurs, tes salaires, il va te permettre de gérer tes stocks, si tu as des stocks, il va te permettre de gérer tes ventes, si tu as des ventes en ligne ou des choses comme ça. Finalement, l'objectif, c'est d'avoir un outil qui te correspond complètement, puis ça a beaucoup évolué. Parce que c'est clair qu'on se souvient un peu tous de SAP il y a 15 ans en arrière. Pourtant, si tu regardes l'action SAP, elle fait que monter, donc c'est quand même qu'il y a encore plein de gens qui l'utilisent, donc c'est que ça marche bien.
Moi, quand j'étais à l'EPFL, j'avais bossé à la chocolaterie à Bro et je m'occupais d'amener les palettes de chocolat qu'il fallait sortir du stock, etc. Mais il fallait faire 25 clics pour arriver à sortir une palette du stock. Et puis c'est pas méchant, mais c'est parce que c'est vraiment des solutions qui ont été faites pour les grosses structures. Et Odoo essaye vraiment de pousser à l'inverse. Parce que autant SAP s'est focalisé sur les gros, est venu chercher l'argent sur les gros clients, ce qui était une stratégie OK. Puis Odoo est venu sur le petit. Donc les boîtes de 2 personnes, 3 personnes, jusqu'à la boîte de 250 personnes, 3 personnes. C'est vraiment leur target, c'est la PME. Puis au début, tout le monde les a regardés en rigolant, parce qu'en se disant, de toute façon, il n'y a pas de marché là-bas, puis il n'y a pas de pognon, puis ça va pas aller. Puis en fait, ça ramasse un énorme marché. Puis maintenant, tous les gros, SAP, MS Dynamics et autres, on commence à faire des versions aussi pour les plus petits, parce qu'ils se rendent compte que Odoo grignote énormément de parts de marché à ce niveau-là. Il y a des besoins pour ces boîtes-là. Si tu as un bon outil, ça ne met pas trop de temps à le mettre en place, donc tu as des coûts de projet qui sont vraiment raisonnables. C'est ce que je dis par rapport au développement sur mesure. Développement sur mesure, chez nous, un gros projet, ça va vite quand même prendre beaucoup de temps. Un projet Odoo peut se faire en 50 heures. Ok. Donc on arrive à des coûts qui sont vraiment raisonnables, où finalement on a un outil sur mesure, on a un outil qui va gérer la boîte complète et qui a un coût finalement encore relativement limité. L'avantage, c'est que ça va pouvoir gérer l'ensemble de ta boîte. Et ça, c'est vraiment un gros aspect. C'est que des fois, les gens, ils se disent « Ah, mais ça fait quand même un coût, etc. » Mais si tu fais le calcul de ce que te coûte chaque collaborateur, puisqu'il coûte quand il n'est pas productif, c'est pas les coûts que tu as mis là-bas dedans qui vont te coûter grand-chose. Et ça, c'est l'avantage, je pense, de Odoo. C'est que c'est facile à utiliser, c'est simple, et puis surtout, c'est rapide. Et puis, tu as vraiment une interface qui est intuitive pour travailler. Tu n'as pas besoin de faire 25 clics pour aller voir ta compta, ou pour aller voir tes chiffres, ou pour aller voir des choses comme ça. Quoi. Ouais, et on revient à ce que tu disais avant. Pour un entrepreneur, la croissance est souvent limitée parce qu'il n'y a pas d'organisation autour de son admin, autour de ses finances, autour de... alors, moi, je me lance la pierre à moi-même. Hein. Ça ne fait pas beaucoup d'années qu'on commence à analyser les datas, analyser les choses, etc. Mais des fois, quand je réfléchis comment on fonctionnait il y a 4-5 ans en arrière, des fois, ça me fait des frissons dans le dos. En fait, moi, j'avais lu un article il y a plusieurs années en arrière sur Maersk qui faisait du transport maritime, là, qui disait, à partir de maintenant, ils ne vont plus racheter de bateaux, mais ils ont investi, je ne sais plus, 200 ou 300 millions dans la digitalisation. Parce qu'ils se rendaient compte que finalement, en optimisant l'optimisation qu'on allait pouvoir faire grâce finalement, à des bons systèmes digitaux, allait faire bien plus d'impact que de racheter des bateaux finalement. C'est ce que je dis avec finalement les personnes qui font de la croissance. Il y a plein de boîtes où finalement, pour faire de la croissance, c'est quoi? C'est rajouter chaque fois un poste administratif en plus. Puis c'est chaque fois quand même des postes administratifs qui coûtent. Hein. Je veux dire, si tu prends 3 personnes qui produisent, puis une chaque fois qui ne produit pas, mais ton ratio il est extrêmement mauvais, quoi. Et c'est ça qu'il faut faire attention. Et aujourd'hui, l'informatique, elle est là quand même pour aider, et elle fonctionne bien pour ça. Faut être un peu quand même te mettre dedans, parce que c'est clair, si tu veux pas comme te mettre dedans, comme tout, c'est normal. Pas. Mais par contre, c'est important en fait de le faire, et c'est vraiment maintenant la bonne période pour faire ça en fait. On a vraiment les outils, comme je dis. Moi, je suis pas comptable, j'aime bien les chiffres, j'ai une affinité avec les chiffres, oui, mais je peux faire toute la compta de la boîte, je peux faire tout le suivi de la boîte, et moi, je sais à chaque instant exactement ce qui est en chiffre d'affaires, ce qui est rentré, ce qui est pas encore rentré, qu'est-ce qui va rentrer. Je le sais à n'importe quel moment. Je peux te prendre avec mon téléphone en 2 secondes, je peux te dire exactement. C'est pas et ça, je pense que ça, avoir la vision claire pour un entrepreneur, c'est important. Et aujourd'hui, c'est plus une excuse. On peut plus dire c'est compliqué parce que si, parce que ça, j'ai pas encore été fait les bouclements. Non, mais tu as moyen maintenant d'avoir toujours cette information à n'importe quel instant. Après, il faut effectivement ce que tu dis, l'acceptation de s'y mettre, à un moment donné se faire un petit peu violence, et puis des fois on n'est plus trop habitué à ça aussi. Hein. Des fois un outil qu'on utilise depuis 20 ans, il nous va très bien, on ne veut pas bouger. Mais c'est ça aussi l'entrepreneur, c'est se remettre en question, quoi. C'est-à-dire que l'entrepreneur, il doit aussi pouvoir se remettre en question quand il a fait 20 ans qu'il utilise le même outil, puis qu'il se rend compte quand même qu'il perd beaucoup de temps, puis qu'il se rend compte que dans sa boîte, il doit pouvoir se dire, tiens, on en parle d'outils informatiques, mais c'est la même chose dans tous les domaines de sa boîte. S'il se rend compte que sa façon de faire, avec sa gestion des stocks, etc., il perd quand même un temps de fou, pose-toi la question, pourquoi? Qu'est-ce que tu pourrais faire pour optimiser ça? Moi, je suis un fan de l'optimisation, en fait. Donc moi, j'adore réfléchir à ces choses-là qu'on pourrait faire mieux. Et ça, mais c'est pas que le domaine de l'IT, c'est tout le domaine de la boîte. Si je faisais une boîte dans un autre domaine, je ferais pareil. Mais ce qui fait aussi, je pense que tu es entre guillemets un bon entrepreneur, c'est que si tu es fan d'optimisation, mais moi j'ai dû le devenir. Avec mon associé, on était des purs créatifs. Et on a dû devenir. Et aujourd'hui, alors on adore optimiser, mais parce qu'on comprend la valeur d'optimiser un processus. Mais une phrase comme ça sortie de ma bouche il y a 5 ans en arrière, tu oublies. Mais en même temps, c'est tellement... Et puis, comme tu dis, c'est vrai que des fois, quand je discute avec des entrepreneurs de différentes générations mais qui ont eu très, très belle réussite, tu viens de dire un truc très juste, c'était... Aujourd'hui, où là, peut-être on placerait une machine, avant, on mettait peut-être un humain. Et puis, peut-être que... Alors, je ne dis pas que l'un ou l'autre est meilleur, mais je dis juste qu'effectivement, quand tu...
et on revient à cette zone-là entre 10 et 20 employés, en tout cas que moi je ressens actuellement, mais je pense que d'autres le ressentent entre 20 et 50 et 50 et 100 et 100 et 1000. Chaque poste que tu ouvres, c'est un sacré challenge, quoi. Il faut pas se planter dans le calcul, quoi. Non. Il faut avoir une bonne vision avec ça. Et puis, ce que je dis aussi, c'est que les outils, maintenant, ils te permettent de t'enlever ces tâches où tu n'as pas de plus-value. Et l'être humain, ce qu'il aime, c'est pouvoir travailler, il a envie de travailler, mais il a envie de travailler dans un truc qui est intéressant. Donc c'est clair que si tu peux avoir tes outils, l'outil informatique, il est excellent pour faire des trucs qui sont rébarbatifs, quoi, qui sont refaire la même chose tout le temps, etc. Il est très bon, il est capable de faire ça, puis il pose pas de questions, il s'embête pas. Par contre, avoir un être humain qui fait ça, c'est fatigant, c'est ennuyant, c'est pas intéressant, c'est pour te lever le matin pour aller faire la saisie dans Excel, c'est nul globalement. Et justement, l'outil maintenant, il permet. Et ça, je pense que c'est un des défis, c'est pouvoir grandir justement avec ça et d'avoir des gens qui sont contents de pouvoir se lever le matin pour aller faire un boulot parce qu'ils ont un impact, ils voient que ça change. Chez nous, les personnes qui font de l'ERP ou du développement, ils voient tous les jours l'impact qu'ils ont chez les clients. Ils voient vraiment une différence entre le moment où le projet commence et le moment où le projet finit. Il ne se passe pas toujours bien ces projets, ce pas des projets non plus faciles, ça reste comme tu dis une question de changement aussi, les gens ont changé, des fois il y a une résistance au changement, mais eux, ils voient vraiment un impact énorme dans les boîtes. C'est énorme. Et je pense que ça, te lever le matin en disant je vais les faire quand même évoluer la PME en Suisse, c'est génial, mais ça c'est possible que parce que tu t'embêtes pas avec toutes ces parties administratives qu'on n'a pas, quoi. Chez nous, ils en ont quasiment pas cette partie-là, quoi. Ouais. Très clair, magnifique. On va passer sur la dernière thématique du podcast. On va parler un peu du futur. Du coup, avec tous ces changements, toute cette évolution, il y a des gros projets futurs qui sont en train de se mettre en place. On a parlé beaucoup de la partie Odoo. Est-ce que la partie développement, du coup, il y a aussi quelque chose qui est en train ça, elle va évoluer, ou bien vous continuez à la... On va continuer à développer de toute façon parce que c'est quand même, ça reste notre premier service, ça reste un service qui fonctionne bien, on a des beaux clients qui ont encore des besoins qui évoluent, etc. Donc oui, c'est une partie qui va de toute façon évoluer. La partie Odoo, celle qui va le plus évoluer rapidement, je pense. Mais en fait, les deux sont une partie intéressante de la boîte et du chiffre d'affaires. Donc de toute façon, les deux vont évoluer. Une des évolutions qu'on va voir justement prochainement, c'est que, comme j'avais dit, on va changer de nom, c'est clair, on va s'appeler non plus Dootix, mais Dynapse probablement depuis cet été. On va avoir des nouveaux bureaux aussi, on va passer de 100 m² à 350 m² plus ou moins, parce qu'on est un peu limité maintenant, ça permettra de suivre. Donc on a un souffle nouveau, une nouvelle dynamique un peu pour la boîte, puis je pense qu'on va avoir plein de choses intéressantes qui vont se passer en 2025. L'équipe a l'air très motivée, donc ça va bien se passer, je pense, et je me réjouis un peu de la suite par rapport à ça. Mais on a des jolis, pas vraiment justement pas des défis, mais plutôt des choses intéressantes, des choses plutôt excitantes qui vont se passer pour la suite, quoi. D'un point de vue plus global, tu penses qu'avec tout ce qui est en train de bouger justement par rapport à l'IA et tout ça, ça va impacter votre domaine ou ça l'impacte déjà? Alors, ça l'impacte au niveau du développement, par exemple, c'est sûr, parce que maintenant il y a d'excellents outils pour faire de l'aide au développement. Ça aide quand même les développeurs, par exemple sur les parties de code qui sont rébarbatives où tu dois reprendre des choses très bon pour faire ça, l'IA. Dans la partie Odoo, il y a des balbutiements un peu de l'IA qui viennent un peu de la partie Odoo, mais je pense pour l'instant c'est pas tout à fait mature. Je veux dire, c'est de l'assistance au texte, l'assistance à la génération de contenu. Oui, ok, c'est super, mais c'est pas une chose extraordinaire. Par contre, quand on va arriver dans les choses comme plus du forecast, par exemple dans la gestion des stocks, la gestion de la production, etc., on a vraiment des outils intéressants par rapport à ça. Là, ça sera vraiment un impact. Je pense qu'on va y arriver, je pense que ça va avoir de l'impact. Je pense que justement le RP n'a pas du tout dit son dernier mot. Je pense que cette partie-là, l'outil de gestion va vraiment encore se développer. Il va y avoir des tas de choses qui vont se développer à ce niveau-là. Et je pense qu'il va falloir rester un peu à l'affût. Et je pense que Odoo l'a bien compris. Il développe beaucoup. Comme je dis aujourd'hui, c'est un peu à son balbutiement parce qu'on est encore sur des choses relativement simples. Voilà. Mais il faudrait pouvoir refaire ce podcast dans 2-3 ans. Pour se rendre compte vraiment l'impact que ça a. Mais on le refera dans 2-3 ans quand vous serez 50. Écoute, avec plaisir. Les bureaux sont toujours dans le canton de Fribourg, à Bulle. Écoute, là, on est toujours à Batentin et on va déménager au 4e étage de Batentin. En fait, stratégiquement, l'endroit est pour nous génial. Il est bien parce qu'on est tout près de l'autoroute, on a les clients, c'est facile, les collaborateurs, c'est facile aussi. On est bien placé au niveau géographique aussi, notre positionnement. Des partenaires Odoo, il y en a pas mal sur la région Lausanne. Il n'y en a pas tellement dans cette région-là, il n'y en a pas du tout, pas d'autres sur Fribourg que nous. Après, on touche facilement aussi Berne, on est facilement aussi vers le Valais, on est près de tout en fait. Donc moi, j'avais vraiment envie de pouvoir rester là. On a une opportunité justement de reprendre des bureaux ici dans le même bâtiment. De nouveau, c'est une opportunité, soit tu la prends, soit tu la prends pas, mais si tu la prends pas, tu sais pas combien de temps ça fait et tu vas peut-être bouger. Et donc là, on va le faire au 1er juillet normalement.
Magnifique. On arrive déjà bientôt à la fin du passé, podcast. Ça passe très très vite. J'aime bien finir toujours par à peu près la même question. Ça peut être une réponse simple ou on peut développer. C'est justement si toi, tu avais un message ou quelque chose qui te tient particulièrement à cœur, alors que ce soit pour les entrepreneurs, tes clients ou les gens qui nous écouteraient, égal, quelque chose vraiment qui te... Voilà, un message que tu aimerais transmettre, ce serait lequel? Je pense plutôt à m'intéresser aux gens qui hésiteraient ou qui auraient l'envie de... Il y a beaucoup de gens que tu entends qui disent « Moi, j'avais aussi envie de faire ma boîte une fois, j'aurais dû. » Et je pense que faut que les nouvelles générations n'hésitent pas. Je pense que l'avenir, il est dans la PME, il est dans la petite boîte, il n'est pas dans les grosses structures. Faut oser se lancer, il ne faut pas hésiter, il faut garder la tête froide, il faut quand même réfléchir, il faut faire n'importe quoi, mais il ne faut pas écouter les gens, parce que c'est clair que souvent, sa famille, elle est plus averse au risque, parce qu'elle va se rendre compte que le jeune qui a envie de se lancer à son compte, est-ce qu'il fait une erreur ou pas. Il faut hésiter, il ne faut pas hésiter, il faut prendre des risques, il faut les prendre au bon moment. Le bon moment, c'est clair, c'est quand tu n'as pas soit au niveau famille, soit au niveau ancrage qui te force à avoir où ça devient difficile. Fais-le quand on a envie. N'écoute pas trop les gens, mais reste la tête froide. Et puis, arrange-toi pour pas être celui qui est trop nécessaire à la boîte. Moi, c'est ce que je donnerais comme message final. Et la dernière phrase est primordiale. Je pense. Magnifique. Écoute, merci infiniment. Avec plaisir, merci à toi. Très sympa. On va arrêter là-dessus. Et puis, du coup, merci pour ton temps. Avec plaisir, merci Maxime. À bientôt. Avec plaisir. Ciao, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode d'In Progress. Si tu as apprécié cet échange, n'hésite pas à nous laisser une note ou un commentaire. Cela aide énormément à faire découvrir le podcast à d'autres auditeurs et auditrices. Tu peux également suivre In Progress sur mes réseaux sociaux @MaximeGremaud, où je partage encore plus de contenu pour t'inspirer et t'aider dans ton parcours entrepreneurial. Reste motivé, continue de progresser et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'In Progress. À la prochaine, ciao!